Je suis Martin Lacour, avocat et médiateur. J'accompagne les entrepreneurs et directeurs juridiques dans la négociation de leurs accords avec leurs partenaires commerciaux, clients et associés. Vous suivez l'émission Samedi Live, qui a pour ambition de faciliter l'accès des entreprises aux droits et aux solutions négociées. Le concept est simple. À chaque émission, 5 minutes pour acquérir de nouveaux savoir-faire ou savoir-être grâce au conseil opérationnel d'un expert et un entretien de 30 minutes avec un acteur innovant qui répondra à toutes vos questions. Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode et cette nouvelle saison de Samedi Live. J'espère que vous allez tous bien. N'hésitez pas à nous faire un petit coucou dans le chat en précisant où vous êtes actuellement. Et si vous êtes par exemple entrepreneur ou juriste, médiateur ou confrère, n'hésitez pas à nous donner l'info pour qu'on sache à qui on s'adresse aujourd'hui. Et puis, si vous êtes curieux, de toute façon, restez avec nous parce que vous allez voir, on va parler de sujets très intéressants. Alors, je vous rappelle que cette saison, l'émission va être divisée en 2 temps. Un temps d'abord court de 5 minutes pendant lequel un chroniqueur va nous donner des savoir-être ou des savoir-faire. Aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir Céline Bérard-Bondou. Bonjour Céline. Bonjour Martin, bonjour Véronique et bonjour à tous. Céline est donc une passionnée de développement commercial. Elle accompagne notamment tous les entrepreneurs et notamment ceux qui viennent de professions réglementées dans le développement de leur commerce, de leur clientèle. Et elle est aussi très impliquée dans le réseau BNI, dont on aura peut-être l'occasion de reparler lors d'une autre émission, puisqu'elle est directeur consultant de 5 groupes et qu'elle accompagne, je crois, 2 groupes en création actuellement. C'est de la passion commerciale tout ça, Martin. Voilà. On se reparle très bientôt pour la chronique. Merci. Et j'accueille aussi Véronique Ardouin. Véronique, bonjour. Bonjour Martin, bonjour Céline, bonjour à toutes et à tous. Alors Véronique, tu es avocate et tu es aussi avocate en droit social. Oui. Et tu as la particularité d'être aussi médiatrice et praticienne de processus collaboratifs. Et tu as accepté qu'on s'entretienne avec toi pendant une demi-heure et tu répondras aussi aux questions qui seront posées dans le chat. Donc, merci beaucoup, Véronique, d'être venue aujourd'hui. Mais avec plaisir. Alors, sans plus attendre, je vais lancer la chronique de Céline qui va nous parler de LinkedIn au travers de 5 émissions, donc 5 fois 5 minutes. Vous la retrouverez dans les prochaines émissions aussi. Et elle va vous expliquer quelques astuces pour développer votre LinkedIn. Je lance les 5 minutes pratiques. Alors, merci Martin de ta confiance. C'est parti pour 5 minutes LinkedIn. Si tu peux afficher le petit diaporama, voilà. Oh. Alors, il faudrait que je l'affiche du début peut-être, ce serait mieux. Voilà, tout à fait. Voilà. Merci beaucoup. Donc aujourd'hui, c'est parti pour 5 minutes. Je vais vous parler en fait de LinkedIn, mais surtout de à quoi sert LinkedIn. Martin est mon assistant. Merci beaucoup, Martin. Donc, si tu peux aller sur la slide suivante, merci beaucoup. Donc, à votre avis, posez-vous la question, LinkedIn, à quoi sert LinkedIn? Moi, j'entends souvent LinkedIn ne servirait qu'à recruter. Est-ce que vous êtes convaincu de cela ou non? Eh bien non, LinkedIn ne sert pas qu'à recruter, loin de là. Le premier sujet concernant LinkedIn, sa puissance, c'est la construction et l'entretien d'un réseau professionnel. Imaginez en fait la puissance de l'outil si vous arrivez à regrouper tout votre réseau professionnel sur LinkedIn. Imaginez l'impact énorme que vous pouvez avoir, surtout si vous vous appelez Martin Lacour et que vous avez 22 000 contacts. Le deuxième point, en fait, qui est important, vous pouvez affirmer vos compétences. Votre entourage vous connaît, on vous connaît quand on va sur votre site, on vous connaît parce qu'on vous voit. Mais aujourd'hui, tout se joue en ligne. Et en fait, LinkedIn, c'est un fabuleux moyen d'affirmer vos compétences, justement en publiant régulièrement et en entrant dans le quotidien de vos réseaux. Mais pas que. Il n'y a pas que ça, mais en 5 minutes, c'est un petit peu compliqué.
Le troisième point, c'est la fidélisation client et prescripteur. Vous avez des prescripteurs aujourd'hui, donc ils vous recommandent quand ils le peuvent. Est-ce que vous menez des actions envers eux pour les voir régulièrement? Est-ce que vous êtes sûr qu'ils n'ont pas, depuis qu'ils vous ont rencontré la dernière fois, rencontré une autre personne? Eh bien, LinkedIn, c'est un moyen de fidéliser vos prescripteurs, de fidéliser vos clients. Et ça, c'est extrêmement important. Quand vous likez par exemple un post d'un client, imaginez ce qu'il ressent. Votre potentiel sympathie remonte tout là-haut, 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 et vous gagnez encore plus sa confiance. Il vous apprécie vraiment. Le quatrième point, eh bien, vous pouvez vendre, vous pouvez attirer vos clients. Où pensez-vous que sont vos clients aujourd'hui? Eh bien, la réponse, je vous la donne, et ils sont sur LinkedIn. Et la méthode, elle est simple, vraiment très simple. J'ai un atelier le 8 février à 15h pour en parler si vous le souhaitez, parce qu'en 5 minutes, ce n'est pas possible de vous en dire plus. Et le cinquième point, vous allez pouvoir construire votre notoriété. Alors pour ça, on met une stratégie en place. Et la notoriété que vous avez dans la vie, vous pouvez l'avoir en ligne, vous devez l'avoir en ligne sur LinkedIn. Quand on arrive sur votre profil, quand on vous suit, quand on vous voit passer, eh bien, il faut derrière qu'on soit convaincu et que vous puissiez vous affirmer comme vous le souhaitez. Et donc, tout ça, c'est une puissance qui est énorme. Je vais vous prendre un seul exemple. Je publie aujourd'hui un post sur un sujet donné. Si Martin vient liker ou mettre un commentaire, que va-t-il se passer avec ce post? Eh bien, ce post, il va remonter sur mon mur. Donc, potentiellement, toutes mes relations, moi, je n'ai que 5000 relations, Martin. Mes 5000 relations vont pouvoir en prendre connaissance. Mais le post va monter sur le mur de Martin et ces 22 000 relations, potentiellement, pas toutes, mais potentiellement, vont pouvoir voir le post. C'est une puissance. En quelques minutes, vous avez une puissance qui est réelle. LinkedIn, c'est un outil qui est précieux. Alors, 5 conseils pour terminer, pour performer. Construisez-vous un profil rassurant et avenant. Moi, il faut que si je rentre sur votre profil et que j'ai besoin de vos compétences, il faut que je prenne contact tout de suite, que je sois rassurée. Vous allez pouvoir entrer aussi dans le quotidien de votre réseau en publiant régulièrement. Mais publier régulièrement, ce n'est pas forcément écrire des articles. C'est aussi aller chercher des infos et expliquer à votre réseau pourquoi vous publiez cette information. Parce que publier pour publier, ça n'a pas de sens. Bien sûr, si vous pouvez publier du contenu, c'est encore mieux. Vous allez construire votre image professionnelle avec de la vidéo, avec des images, avec des articles, avec des informations vous concernant. Et par exemple, si vous déménagez ou vous participez à un événement, essayez de poster juste une image en expliquant où vous êtes et ce que vous faites, et vous allez voir que votre réseau, il y est sensible, et tout de suite, vous avez un nombre de vues qui est assez incroyable. Vous allez aussi pouvoir utiliser les hashtags. Alors, c'est quoi les hashtags? C'est quoi cette bête-là? Eh bien, les hashtags, c'est très simple. Si je mets un hashtag avocat, puisque là, nous en avons 2 aujourd'hui, eh bien, il y a des personnes qui se sont inscrites sur LinkedIn pour suivre ce hashtag. Je ne sais plus combien il y a de personnes qui suivent. Il me semble que c'est plus de 20 000 personnes. Si je rattache mon post à un hashtag, ça veut dire que potentiellement, toutes les personnes qui suivent ce hashtag peuvent voir mon post. Et donc, je vais encore plus prendre en puissance. Et puis, le 5e petit conseil, attacher de l'importance à la vie en ligne. Aujourd'hui, on a besoin en fait de retrouver un contact, et en fait, on peut le retrouver en ligne parce que quand vous commencez à interagir, on vous contacte en message privé, il se passe des choses, et je peux vous dire que derrière, ça vous redonne une activité sociale qu'on a un petit peu perdue, il faut le dire tout simplement, ces derniers temps. Voilà, Martin, donc 5 minutes, c'est court, mais si vous souhaitez approfondir, je suis là. Vous pouvez aller sur mon site activesync.fr ou me contacter, ou bien évidemment, et ça je vous invite à le faire, à me suivre sur LinkedIn. Merci Martin, beaucoup Céline, et à très bientôt pour une prochaine chronique toujours sur le thème de LinkedIn.
Si les gens ont des questions sur LinkedIn, n'hésitez pas aussi à les poster dans le fil pour qu'on puisse éventuellement adapter les chroniques de Céline en fonction de vos interrogations. Mais je pense que ces rappels étaient à la fois utiles pour ceux qui veulent se lancer sur LinkedIn et pour ceux qui y sont déjà, mais qui n'ont pas forcément les bases ou ne maîtrisent pas encore les premiers principes à suivre. Donc, merci mille fois, Céline, pour ton intervention. Je vous propose qu'on passe. Est-ce que tu veux bien rester avec nous pour l'interview, l'entretien de Véronique? Avec grand plaisir, bien évidemment. Eh bien, c'est le moment. Je lance l'interview de Véronique. Dès que j'arrive à récupérer la main sur mon écran, parce que je suis bloqué sur l'écran partagé, ce qui n'était pas du tout prévu. Mais il faut que j'arrive à lancer l'interview, sinon je vais devoir la lancer. C'est le charme du live, Martin. Voilà, c'est les charmes des nouvelles fonctionnalités de Restream surtout. Et je suis complètement bloqué, donc je vais devoir réactiver la page pour pouvoir me débloquer, je crois. Voilà, c'est bon, j'ai réussi. Je lance l'interview. À tout de suite. Rebonjour Véronique et merci d'avoir accepté mon invitation. Donc je rappelle pour ceux qui prennent l'émission en cours que tu es avocate en droit social au barreau de Paris, mais que tu es aussi médiatrice et praticienne de processus collaboratifs. Est-ce que tu peux… Alors moi, ce qui me paraît un peu étrange, c'est que ça me paraît être un terrain finalement, le droit social, où c'est assez difficile de percer en matière de solutions négociées et d'amiables. Est-ce que tu peux me dire si c'est une fausse idée que j'ai ou quelle a été ton expérience dans le domaine et qu'est-ce qui t'a poussé à t'orienter vers les solutions négociées? Déjà, bonjour, rebonjour à tous. Moi, je suis très, très contente de participer à ce live. Et je suis très contente aussi de parler de mon métier que j'adore et de mes fonctions de médiatrice et d'avocat. En fait, initialement, c'est vrai que la matière en droit du travail, c'est pas du tout une matière qui favorise l'amiable. On est en général dans des postures assez figées et historiquement, on est dans une binarité employeur-salarié et une forme d'hostilité qui est pas du tout favorable à de la négo. La réalité, elle est plus complexe et le constat que moi, ça fait plus de 30 ans maintenant que je suis avocat à Paris, le constat que j'ai fait assez rapidement, c'est que accompagner mes clients, les assister, défendre leurs intérêts, c'était aussi entendre qu'ils n'étaient pas toujours satisfaits des solutions qui étaient données par les prud'hommes, même s'ils gagnaient. Et souvent, c'est ce que je raconte, quand je peux en parler avec des confrères ou des relations et que je leur explique comment je suis arrivée à la médiation, par exemple, ou à prôner en qualité d'avocat des solutions négociées, c'est que je me suis rendu compte de la détresse en fait de certains clients, même après avoir gagné, j'insiste là-dessus, c'est-à-dire qu'en réalité, ils ne sont pas réparés par la décision judiciaire. Et donc, ça a été un lent chemin parce que, encore maintenant, en matière de droit du travail, on rencontre beaucoup de confrères ou d'employeurs ou de salariés qui sont dans une posture de frontalité, mais on en rencontre aussi de plus en plus qui prônent l'amiable, qui essayent de le développer et qui sont attentifs à se former, à être des partenaires efficaces pour leurs clients et à savoir travailler avec le confrère pour éviter de partir en contentieux. Ouais. Et ce que tu viens de dire, en fait, me fait penser que parfois on entend des confrères qui nous disent oui, j'ai gagné sur toute la ligne, le client dit pas merci, il est ingrat. Oui. Finalement, c'est peut-être des situations où il faut se demander si réellement le client a été satisfait et s'il n'aurait pas fallu chercher autre chose, une autre voie peut-être. En fait, l'avocat, il est satisfait parce qu'il a bien fait son boulot de son côté, il obtient une bonne décision et c'est gratifiant. Moi, j'ai démarré, je raconte toujours cette histoire et elle est très simple et ça prend 2 secondes, d'une cliente qui a gagné au prud'homme. On est à 2 doigts de gagner en appel parce que l'audience se passe extrêmement bien. Mais juste à la fin de l'audience, la présidente de la cour d'appel, et c'était il y a fort longtemps, il y a plus de 15 ans, propose une médiation. L'avocate de l'employeur
pousse des cris d'orfraie en disant il n'en est pas question. Ma cliente dit oui, pourquoi pas. Et le directeur juridique qui est là, de la société, qui est un nouveau directeur juridique et qui n'a pas vécu le conflit, qui était une placardisation de ma cliente, comprend que si ils perdent le dossier, ça va être extrêmement onéreux. Et en fait, on part en médiation. La médiation se aboutit. Et ce qui a été super, et je le dis tout le temps, et c'est vraiment pour moi, ça a été un moment extraordinaire, c'est que un des éléments de la médiation, ça a été d'organiser un pot de départ pour cette femme qui avait été, vous m'excuserez de cette trivialité, mais qui avait été virée du jour au lendemain après avoir été placardisée pendant des mois. Et ça, là, ça a été pour elle un point déterminant que de pouvoir dire au revoir à ses collègues. Donc, en fait, je me suis dit à ce moment-là, bah oui, la création, elle est de ce côté-là. Et il faut absolument que j'arrive il faut que je me forme. Il faut que je sois meilleure, en fait. L'idée, c'est toujours de tirer vers le haut. C'est faire preuve à la fois d'humilité en se rendant compte qu'on n'a pas toutes les clés. Et l'objectif, c'est d'avoir, on parle souvent, Martin, on se connaît par ailleurs parce qu'on est tous les deux médiateurs et tous les deux praticiens en processus collaboratif. Et on sait qu'on a vraiment, on fait souvent le choix de l'amiable dès qu'on le peut. Et on travaille, et y travailler, c'est aussi se former. Et c'est pour ça que je me suis formée en médiation, parce que je voulais être médiateur, mais je voulais aussi être avocat accompagnant et être en capacité d'accompagner correctement mes clients dans le cadre d'un processus de médiation. Et dans l'exemple là que tu prenais du pot de départ organisé, il y a la valeur symbolique, il y a toute la... Oui. Évidemment, le geste humain, et on voit tout de suite qu'un juge ne pourrait jamais ordonner ça. Je veux dire, les juges sont limités par ce que les textes leur permettent de faire, c'est-à-dire pas grand-chose en réalité. Donc, typiquement, là, on est sur de la création qui ne peut en aucun cas être ordonnée par un juge. Et c'est tout à fait ça. Et en fait, l'idée, quand je parle d'être meilleur encore, quand on est avocat, évidemment, voilà, l'immense majorité des confrères sont des gens extrêmement sérieux, bosseurs, qui vont faire le mieux possible pour leurs clients, qui vont vraiment essayer d'aboutir à une solution la meilleure possible. Et à un moment, il m'est apparu que la solution la meilleure possible, c'était pas forcément de gagner au judiciaire. C'est-à-dire qu'il était des clients, moi je me souviens de cette cliente notamment, elle était satisfaite de la décision, mais je sentais bien qu'elle était vraiment en très très grande souffrance. Et j'ai trouvé ça extrêmement intelligent à l'époque que la présidente de la Cour d'appel propose cette solution. On a eu d'ailleurs des difficultés à l'époque, il n'y avait pas encore, c'est même plus ancien de 15 ans, il n'y avait pas beaucoup de médiateurs, c'était pas si simple, et ça a été, moi ça a été un bouleversement absolu. En fait, à ce moment-là, je me suis dit, j'adore mon métier, j'adore le droit du travail, j'adore faire le mieux possible pour mes clients, mais là, il me manque quelque chose, il faut que je me forme. Et tu t'es formé justement à la médiation où, et ça prend combien de temps? Je crois qu'on a fait la même formation, mais je voudrais avoir la confirmation. Tout à fait. Alors, en fait, j'ai fait la formation après m'être enseignée qui m'a semblé être c'était à la fois la plus lourde parce qu'on est sur un schéma de 2 ans et je crois que c'est 200 heures de formation avec la rédaction d'un mémoire. Donc, je l'ai faite à l'IFOMEN, l'Institut de formation à la médiation et à la négociation qui est abrité dans les locaux de l'Institut catholique de Paris. Et moi, j'avais fait le choix de cette formation parce que, notamment sur la première partie, il y avait une approche humaniste, moi qui m'intéressait beaucoup à titre personnel, et puis c'était ça s'accompagnait en fait d'un travail personnel que je trouvais extrêmement intéressant. Donc on était dans une approche au long cours. Alors certes, c'est un investissement important, pécuniairement aussi d'ailleurs, mais ça en vaut le coup. C'est-à-dire qu'on en sort transformé. On parle souvent de savoir-faire. Oui, quand on est technicien du droit, comme on doit l'être, quand on est avocat, on sait faire. Et notre boulot, c'est toujours et encore d'être meilleur, de nous former, de nous interroger, bien entendu, de nous tenir au courant de la doctrine, de l'évolution de la jurisprudence, etc. Ça, c'est une chose évidente. Je dirais que c'est la base. Mais en fait, on doit plus à nos clients et à nous-mêmes. Parce que l'idée, c'est que nous, on est plus heureux aussi. En fait, quand je suis sortie de l'IFOMEN, je crois que c'était en 2010 ou 2011, je me souviens plus. J'étais pas la même, ou en tout cas j'étais mieux et plus heureuse. Et aussitôt après, je me suis formée au processus collaboratif avec l'AFPDC. J'en profite d'ailleurs pour saluer Stéphane Ben-Simon et Laurence de Villeneuve qui dirigent les enseignements à l'IFOMEN. S'ils veulent venir nous faire un petit coucou ou s'ils nous regardent, qu'ils n'hésitent pas à nous faire signe. Une question, cette fois-ci, plus sur la période très difficile quand même qu'on traverse actuellement.
Donc moi, j'interviens auprès des entrepreneurs, mais pas en droit social. Je voulais savoir si toi, par rapport au droit social qui est aujourd'hui notre sujet, tu observes que les relations entre employeurs et employés se durcissent, si finalement le contentieux aussi se durcit, ou si au contraire, enfin c'était peut-être déjà une tendance qui était observable sur les années précédentes, je ne sais pas. Qu'est-ce que tu penses de cette évolution? Moi, j'ai vraiment l'impression de. Alors, j'ai la chance de. Moi, j'accompagne très majoritairement des salariés. J'ai la chance de négocier, je pense, à peu près 90% de mes dossiers. Pour les 10% restants, et y compris ceux que je peux négocier, je constate un durcissement. Alors, je ne sais pas si c'est le point de vue des autres confrères, mais je me faisais la remarque la dernière fois où j'étais au Prud'homme que sur l'ensemble des dossiers à la section encadrement, qui est donc la section dédiée aux cadres qui viennent en contentieux prud'homal, il n'y avait que des licenciements pour faute grave. Donc, on est quand même dans des processus un peu lourds et des ruptures assez brutales. Ça fait à peu près, moi je dirais que ça fait plus d'une année que je constate ça, avant la Covid. Pour le moment, sur la Covid, en fait, ce que l'on voit passer au cabinet, et quand j'en parle avec mes confrères qui sont prud'homalistes également, ou qui interviennent en droit du travail en tout cas, ils ont un peu la même idée, c'est-à-dire que pour bon nombre d'entre eux, il y a des vraies difficultés dans certaines entreprises. Mais ceux que l'on voit, moi, les salariés que je vois arriver, ce sont des situations où, en fait, il y a quelque part un peu un effet d'aubaine quand même. Bon. Mais là, moi, je trouve que la relation s'est considérablement tendue. Je vois des gens arriver extrêmement mal et très en souffrance. Les derniers dossiers que j'ai, les gens sont très, très mal. On sait qu'il est parfois difficile, et c'est vrai en droit social, c'est vrai en droit des affaires aussi, dans les autres matières du droit des affaires. Il est parfois difficile, une fois qu'un litige est né, de se mettre d'accord pour aller à la médiation ou au processus collaboratif. Est-ce que tu vois les clauses de médiation préalable ou de processus collaboratif se développer, donc des clauses qui imposeraient, enfin, en réalité, elles ne peuvent pas imposer en matière sociale, mais tu nous expliqueras ça, des clauses qui prévoiraient de mettre en place une médiation ou un processus avant d'aller au prud'homme. Est-ce que ça se développe en ce moment, ça, ou pas du tout? Alors, ce qui est intéressant, c'est que là, on travaille sur l'amont, en amont du contentieux. Donc ça, c'est passionnant. Nous, notre objectif, pour celles et ceux des confrères qui font partie d'associations ou de médiateurs ou de praticiens en processus collaboratif, ou voire qui sont très, très attachés à développer le mode amiable, on essaye de l'inscrire au maximum dans les contrats de travail. Et en fait, on le fait passer maintenant. C'est-à-dire qu'en fait, les employeurs et les salariés, au moment de la signature du contrat de travail, sont OK pour signer une clause de processus collaboratif ou de médiation dans l'hypothèse d'une difficulté. Et on commence à voir, moi j'ai eu à le rédiger pour un établissement de santé pour lequel je n'interviens qu'à titre de conseil, et je l'avais rédigé en amont, et on a eu une petite difficulté là, qu'aurait pu s'enquister et partir vers un contentieux plus lourd avec un membre du personnel. Et on a immédiatement utilisé cette possibilité de médiation, qui n'est pas une problématique, mais justement pour casser la problématique, on a fait immédiatement appel à un médiateur qui a été choisi par les deux parties. Moi, j'ai pas eu à intervenir à ce niveau-là du tout, et les choses sont en train, semble-t-il, de se régler de façon efficace. Et ils vont pouvoir ensemble trouver une solution en interne. Super. Donc j'y crois beaucoup. Je pense que c'est en réalité, en droit du travail, c'est en amont, comme partout, qu'il faut réfléchir une autre posture et qu'il faut réfléchir d'autres possibilités. On sait que ça ne s'impose pas au juge, mais et à la partie. Donc le juge ne peut pas, en tout cas, imposer en l'état actuel de la jurisprudence à un salarié de respecter cette clause si elle est inscrite à son contrat de travail. Mais je ne suis pas la seule à penser que la situation va évoluer, et on peut penser que la position de la Cour de cassation va se modifier. Et ça sera le cas aussi avec les juridictions au fond, c'est-à-dire Conseil de prud'homme et Cour d'appel, qui de toute façon, dans toutes les matières, sont appelés actuellement à réfléchir systématiquement en amont et à vérifier qu'il y a eu une tentative de règlement.
Donc, on a la particularité, pardon d'être technique, mais juste une seconde en matière prud'homale, d'avoir le bureau de conciliation qui est censé faire office de tentative de conciliation. La réalité pratique, on sait qu'elle n'est pas là. Donc, l'idée, c'est qu'à terme, il va falloir effectivement prévoir une tentative de conciliation et la clause de médiation et ou de processus collaboratif est une formidable aubaine. Ouais. Et j'en profite pour dire qu'on a écrit un article tous les deux à quatre mains sur ces clauses qu'on peut notamment introduire dans un contrat de travail, mais dans tous les contrats de droit des affaires. Donc n'hésitez pas à taper Véronique Ardouin, Martin Lacour, Village de la Justice sur Internet. Vous retrouverez le modèle de clause et l'état de la jurisprudence qu'on avait dressé à l'occasion. Vraiment, que vous soyez entrepreneur, enfin toutes les personnes en fait qui peuvent nous regarder et qui sont susceptibles d'engager quelqu'un, d'embaucher quelqu'un et lui faire signer un contrat de travail, peuvent être intéressés par ces clauses. Alors, une autre question, Véronique, toi et moi, nous sommes tous les deux formateurs, notamment pour la FPDC. Et je voulais, mais tu aussi, toi, tu interviens aussi à l'université Oui. pour sensibiliser les jeunes et les prendre presque au berceau aux solutions négociées. Quel est est-ce qu'il y a un certain engouement des nouvelles générations de juristes ou de personnes qui veulent devenir médiateurs ou autres pour ces modes amiables ou pas? À mon avis, incontestable. Alors, d'abord, il y a quand même il y a une évolution très sensible. Alors, j'arrive à un âge un peu avancé dans la profession. J'ai quelques années de route. Et au départ, on passait pour des… les confrères qui prenaient les modes amiables passaient pour des doux rêveurs, pas au fait du tout de la réalité des problèmes des clients. Comme j'ai essayé de te l'expliquer, j'ai essayé de vous l'expliquer. En fait, là, pour moi, la réalité, elle est tout autre et il faut envisager les questions dans leur globalité et prendre en compte aussi la difficulté de nos clients à vivre un contentieux. C'est aussi quelque chose qu'on doit absolument respecter. Et puis, par ailleurs, de toute façon, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, la problématique de la créativité. Ce qu'il faut, c'est être créatif le plus possible. Et ce qui est vraiment super intéressant, c'est que donc aussi bien au sein de la FPDC où on a la chance tous les deux d'être formateurs maintenant et puis au sein du DU auquel je participe à la fac de Nanterre. On a pour le DU, c'est donc ça, ce sont pas des étudiants stricto sensu, ce sont pour beaucoup des jeunes confrères ou des juristes ou des notaires ou des experts. Ce DU est mis en place par le professeur Soraya Mranimeki. Et en fait, ce qui est passionnant, c'est qu'ils sont fous de ces modes amiables. Quand je dis fous, c'est qu'ils n'envisagent pas de travailler autrement. Ces jeunes confrères, ils se disent pas, oui, on va être dans du lourd, dans du dur, on va choper le mollet de l'autre confrère et on ne le lâchera plus. Pas du tout, ils sont vraiment dans une logique. Avant, on parlait d'avocats roqués. Vous savez, il y avait des clients qui voulaient des avocats qui allaient être des roqués. Et on sait que l'efficacité, elle passe pas du tout forcément par là. Et ce qui est d'ailleurs très intéressant, c'est qu'ils font aussi le constat. On a la chance, nous, de continuer à avoir… j'ai gardé des contacts avec des étudiants que j'avais en DU, puisqu'ils rédigent des mémoires et j'en ai accompagné certains. Et ce qui est passionnant, c'est que leur pratique est différente. Et le constat qu'ils font, eux, c'est que bon nombre de clients ne veulent pas forcément avoir un avocat dit roqué, pardon de ce terme un petit peu désagréable, mais ils veulent un avocat certes compétent, mais aussi capable de les entendre, capable d'entendre leurs besoins. Ils veulent pas d'un avocat qui va dire « moi je sais pour vous ce qui est bien ». Ils veulent un avocat, tous ces clients veulent un avocat qui est technicien, qui saura répondre aux problématiques techniques, mais qui saura entendre aussi quels sont les besoins, quels sont les problèmes fondamentaux que rencontrent les clients à tel ou à tel moment de leur dossier. Et notamment, alors il y a aussi un point qui est extrêmement important, et ça on l'apprend quand on est médiateur ou quand on est formé au processus collaboratif, ou quand on est formé à toutes ces techniques de communication assertive et autres, c'est qu'en fait, on va s'ajuster au décours du dossier, au fil du dossier avec notre client. On ne va pas savoir, la position ne va pas être figée, on ne saura pas au départ ce qui va se passer dans un an. Peu à peu, on va s'ajuster ensemble et on va avancer ensemble dans le dossier. Et cette intelligence-là, elle est absolument indispensable. On n'est pas dans une posture où on sait pour l'autre. L'avocat est différent. Et ces avocats jeunes formés à tous les modes amiables, par exemple dans le cadre de ce DU qui est formidable à la fac de Nanterre,
ou dans le cadre des formations qu'on anime à la SPDC, sortent transformés de cette formation, de toute façon d'emblée ont évidemment envie d'être formés, mais en sortent transformés aussi parce qu'ils se rendent compte à ce moment-là qu'on parle souvent de champ des possibles, mais c'est vraiment ça. C'est-à-dire que là, il y a une foultitude de portes qui vont s'ouvrir. Les solutions négociées, pour peu qu'on y soit formé, sont à la fois beaucoup plus satisfaisantes pour les clients en général. Bien sûr, il faut respecter la volonté de chacun. Si un client ne souhaite pas aller à une solution négociée, on ne va pas à une solution négociée, hein, mais en général, ça va quand même être beaucoup plus satisfaisant et c'est aussi beaucoup plus satisfaisant pour nous, très égoïstement, évidemment, d'exercer dans ce domaine. C'est toujours très agréable et ça change complètement les rapports, notamment avec les confrères ou avec les médiateurs ou avec tous les acteurs, les directeurs juridiques, les entrepreneurs, les DRH, tous les gens qu'on peut avoir à côtoyer. Ça va même au-delà de ça, puisqu'en réalité, ça permet aussi de changer un peu sa façon de vivre en famille. Mais bon, ça, on aura l'occasion peut-être d'y consacrer une autre émission. J'avais une dernière question, Véronique, parce que je sais, tu es vraiment à bien des égards une avocate très innovante. Je sais que depuis des années, tu participes à un groupe Balint. Donc, un groupe Balint, je vais essayer de dire un petit peu ce que moi j'en comprends, puisque j'ai jamais encore été à une réunion, même si tu m'as invité plusieurs fois d'ailleurs, mais je vais finir par y aller. Un groupe Balint, l'idée, c'est un petit peu de se réunir entre confrères, mais on pourrait imaginer la même chose, puisque à l'origine, ça a été créé par des médecins. Donc là, c'est des groupes d'avocats, mais ça pourrait être des groupes de médiateurs ou des groupes de directeurs juridiques ou de juristes ou des groupes même d'entrepreneurs, de restaurateurs qui voudraient partager leur vécu. L'idée, c'est de partager son vécu et finalement de bénéficier de l'intelligence collective et de l'impulsion collaborative du groupe, c'est ça? Oui, alors ça va au-delà d'un groupe de pratique, hein. C'est-à-dire qu'en fait, Balint, c'était un psychanalyste d'origine hongroise qui a émigré pendant la Seconde Guerre mondiale en Angleterre et qui s'est rendu compte que les soignants, parce que lui, les groupes Balint ont d'abord été mis en place pour des soignants. Il s'est rendu compte de la très grande souffrance et de la difficulté de certains soignants à pouvoir vivre sereinement, si j'ose dire, leur métier et de la souffrance qu'ils avaient aussi à pas pouvoir exprimer ce qui n'allait pas. Et en fait, il a mis en place ce qu'on a appelé ensuite des groupes Balint de son nom. Il existe d'ailleurs maintenant une association, je crois, voilà, je vois que tu mets l'info. Et alors ça existe sur le barreau de Paris. Ça a été créé il y a plusieurs années. À un moment, c'était compliqué à fonctionner. Ça a repris et moi, je fais effectivement partie d'un groupe Balint. Et ce qui est formidable, c'est qu'on est une petite dizaine. C'est un groupe pérenne. On est accompagné par une animatrice qui se trouve être psychanalyste, mais nous ne sommes pas du tout dans une psychanalyse. Et l'objectif, c'est de présenter en fait nous sommes entre pairs, PIRS. L'un ou l'une d'entre nous présente un cas technique qui la préoccupe ou qui le préoccupe. On l'écoute les uns et les autres sans l'interrompre et ensuite on discute ensemble et ça nous permet vraiment d'évoluer dans notre pratique, de comprendre mieux les choses. Il y a des problématiques qui sont récurrentes dans toutes les professions. Nous, avocats, on a des problématiques qui peuvent tous nous travailler sur des dossiers qui nous angoissent, sur la problématique de l'honoraire, sur l'inquiétude qu'on a face à la virulence de certains confrères ou face à la violence de certaines audiences. Donc, c'est l'occasion d'en discuter ensemble. Il y a une sorte de cercle vertueux et de grand respect mutuel. Et moi, ce sont des réunions mensuelles auxquelles que je ne raterai pour rien au monde. C'est vraiment tout à fait formidable, quoi. Et en fait, ce qui est vraiment bien, c'est qu'en fait, ça permet, et j'incite vraiment les confrères à créer des groupes Balint et s'ils veulent, je les mettrai en contact avec Éric Margnoux qui s'en occupe sur Paris et qui est président de l'association Balint Avocats. L'idée, c'est vraiment de pouvoir laisser la parole se libérer en fait. L'idée de Balint, c'était que l'expérience de chacun et des soignants notamment pouvait servir aux autres, mais elle ne pouvait servir que qu'à la condition qu'on leur donne une parole et que cette parole soit libre et que les autres écoutent. Et ça se révèle extrêmement efficace et formidablement intéressant.
Ben, merci beaucoup, Véronique, pour ce témoignage. Ce que je propose, c'est que maintenant, on passe au temps des questions-réponses. Donc, je vais lancer le générique questions-réponses et on se retrouve tout de suite après pour les questions. On est déjà de retour, c'est formidable. Alors, j'avais une première question qui a été posée hier, je crois, avant l'émission, concernant la distinction entre médiation et conciliation. Est-ce que tu peux y répondre, Véronique? Est-ce que tu souhaites y répondre? Oui, bien sûr. Très rapidement, tu pourrais d'ailleurs y répondre aussi bien que moi. Très rapidement, en fait, le conciliateur, historiquement, il est dans une posture, il va essayer de trouver pour les parties une solution le plus rapidement possible, une solution certes efficace, hein, qui peut être satisfaisante. Mais la médiation, c'est une posture tout à fait différente. La posture de médiateur, c'est quelqu'un qui va faire un travail qu'on appelle un travail dit de maïeutique, c'est-à-dire qu'il va aider les parties à accoucher d'une solution. Il va leur donner du temps, il va restaurer, le mot est un peu formé, il va rétablir un lien et il va essayer de faire que chacune des parties se mette d'accord sur leur désaccord. On est sur une démarche autrement plus fine, construite. C'est un véritable processus qui va suivre un certain nombre d'étapes pour arriver à une solution qui ne va pas être une solution que l'on trouve en conciliation extrêmement tranchée où l'un veut 25, l'autre 75 et on aboutira peut-être à 50. Ouais. Je ne veux pas faire de l'anticonciliation primaire, hein, ça peut être très bien. La médiation, c'est un processus qui est beaucoup plus fin et subtil et riche. Oui, c'est quand même assez différent et malheureusement, dans les termes, souvent, on emploie l'un pour l'autre. Donc, il faut quand même vérifier en fait de quoi on parle. Si vous avez vécu une conciliation, ça ne veut pas dire que ça se passerait de la même façon dans une médiation. De toute façon, chaque médiation aussi est unique, mais il faut quand même arriver à peut-être distinguer les deux. On avait une autre question. Alors, attends, j'essaie de... D'ailleurs, juste Martin, et en fait, il y a un point qui est vraiment important, c'est qu'il y a une sorte de confusion qui s'est malheureusement installée depuis des années entre toutes les formes de règlement plus ou moins amiables, et on mélange l'arbitrage, la conciliation, la médiation, éventuellement le processus collaboratif. Donc ça, c'est un vrai souci. Et alors, je t'invite, mais j'imagine que tu as déjà ça en tête, un jour ou l'autre à remettre tout ça d'équerre et que chacun sache dans quel chemin il est quand il s'engage dans une médiation, quand il est dans une conciliation, un arbitrage et autres. On n'est pas du tout dans les mêmes schémas. Oui, il faudra qu'on consacre une émission entière à la question parce que c'est vrai que pour les personnes qui ne connaissent pas, ça peut être un peu confusant. Mais pour être simple, à mon sens, les deux seuls modes amiables qui permettent de favoriser une véritable autonomie et responsabilisation de la personne, du client, en l'aidant, en l'accompagnant et grâce à des outils, en lui permettant de développer sa propre solution, ce sont soit la médiation, soit le processus collaboratif. Tout ce qui existe autour, c'est d'autres outils, mais ce n'est pas des outils qui favorisent en réalité l'autonomie des parties. Voilà, pour faire simple, on va dire. Mais on aura l'occasion d'en reparler. Il y a quelqu'un qui demandait ce qu'est le processus collaboratif, donc je pense que tu as déjà répondu amplement à la question, mais là encore, on aura peut-être l'occasion de revenir lors d'une prochaine émission sur cette question. Je vois aussi une question sur... Si, le processus collaboratif, on peut peut-être juste quand même dire que la force extraordinaire de ce processus, c'est que là, on n'a pas de médiateur, on n'a pas de tiers, et les avocats et les clients vont faire équipe pour trouver ensemble une solution. Et que c'est quand même un outil assez génial. D'accord. Ah oui, je vois qu'en effet, il y a un lien concernant la Balint qui est apparu. Ouais. C'est pas moi qui l'ai posté, mais il y a quelqu'un qui l'a posté, donc je vais le faire apparaître. Ah oui, je vois, c'est super. Voilà, alors je suis pas sûr, je pense qu'il est trop long pour que les gens le voient en entier. Mais voilà, il y a quelqu'un en effet qui a posté un lien sur cette question. Mais sinon, il y a des médiateurs aussi qui nous suivent, donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Je vois une question qui arrive de Benjamin. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, Benjamin? Il nous dit comment convaincre un employeur d'envisager une médiation?
Alors, j'allais dire, il n'y a pas de solution unique, hein. Comment convaincre un employeur d'envisager une médiation? C'est toujours que, de toute façon, un salarié qui est licencié, c'est jamais neutre pour la société. C'est-à-dire qu'en fait, quoi qu'on pense, et même si on se dit on s'en fiche, on aura la solution au prud'homme dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, en réalité, il y a toujours une trace, et une sale trace qui est laissée dans la société quand quelqu'un est licencié. La médiation, c'est vraiment sortir par le haut d'un conflit. L'idée, quand on fait du mode amiable, a fortiori en droit du travail, c'est pas du tout de penser que tout le monde doit rester ensemble ad vitam aeternam. La rupture, elle peut se vivre. L'idée, c'est qu'on la vive autrement et qu'on donne aussi une image différente de la société qui est amenée à se séparer d'un salarié ou d'une salariée. Donc là, l'idée, c'est de sortir par le haut, d'être sur un conflit qu'on va jouer à la loyale et de faire le choix aussi d'être acteur de la solution que l'on va trouver à ce litige. Tu parlais tout à l'heure du processus collaboratif, oui, toujours et encore, de la médiation, oui, toujours et encore. Pourquoi? Parce que ce sont les seuls modes qui permettent aux salariés et à l'employeur de trouver ensemble une solution à leur litige, plutôt que de demander au Conseil du prud'homme d'aller le trancher, solution qui ne sera jamais favorable ni pour l'un ni pour l'autre, tout à fait. Et par ailleurs, et encore, tout à l'heure Céline nous parlait des réseaux sociaux, de LinkedIn et autres, on peut penser que les sociétés actuellement ont tout intérêt à avoir une image sociale de bonne qualité parce que ça se sait. Et quelqu'un qui est licencié de mauvaise façon avec des prud'hommes à la clé, n'oubliez pas, les prud'hommes, c'est rendu tout à fait officiel par tout le monde. Il y a des bulletins d'audience, il y a des rôles, les décisions peuvent être récupérées. Maintenant, il y a une foultitude de sites où les décisions sont mises en ligne. C'est pas bon pour les boîtes. Donc, la médiation, c'est trouver ensemble une solution et de l'expérience qu'on en a tous, médiateurs intervenants en droit du travail ou avocats accompagnant des médiations, on sait que les solutions qui sont trouvées sont créatives, inventives et positives pour les deux parties, pas seulement pour le salarié. Et j'en profite d'ailleurs pour dire, puisque moi je n'interviens pas en droit social, que pourtant j'ai connaissance très régulièrement de sociétés qui se font régulièrement condamner. On le sait en fait, tout le monde le sait. En tout cas, dans notre milieu, on sait quelles sociétés se font systématiquement condamner au prud'homme, même quand on n'intervient pas en matière sociale. Donc, c'est clairement l'enjeu de réputation est très important et ça relève de la politique RSE sans doute. Oui, tout à fait. Ouais. On a une autre question qui concerne le médi-arbitrage. Donc là, je vais peut-être pouvoir répondre. Alors, je ne sais pas au niveau de l'arbitrabilité des litiges en matière sociale, puisque je n'interviens pas en matière sociale, mais le médi-arbitrage, c'est quoi? C'est l'idée qu'on va prévoir par une clause dans le contrat qu'on va d'abord, en cas de litige, en cas de conflit, en tout cas, essayer de mettre en place une médiation et que si celle-ci échouait, eh bien, un arbitrage prendrait place. Et un arbitrage, donc, c'est un juge privé qui, lui, a la fonction de trancher. Donc, on n'est plus dans les solutions négociées, hein. Attention, l'arbitrage, ça ne relève pas des modes, enfin, ça relève des modes alternatifs, mais en aucun cas des modes amiables, à mon sens. L'idée, c'est notamment les centres comme le CMAP ou comme la CCI qui peuvent proposer les deux. Forcément, ils ont intérêt à essayer d'orienter les gens d'abord vers une médiation et si elle échoue, de les conserver pour leur service arbitrage. Voilà, j'ai pas eu de vécu dans le domaine, donc personnellement, je peux pas vous dire comment ça se passe, si ça se passe bien ou pas. J'ai eu du vécu dans l'arbitrage et j'ai eu du vécu dans la médiation, mais je n'ai jamais vécu une médiation qui a échoué et qui en finit à l'arbitrage. Donc, je ne peux pas répondre davantage. Je ne sais pas si tu en sais plus sur cette question. Alors, pas du tout, pas du tout. D'accord. Et en droit du travail, je n'ai jamais vu cette clause. Oui, je pense que c'est parce que ça n'est peut-être pas possible. Je ne suis pas sûr qu'en droit du travail, ce soit arbitrable. C'est un domaine qui n'est pas arbitrable, tout simplement. Bonjour, j'ai une activité dominante en droit du travail et formée au processus collaboratif. Je me retrouve bien souvent face à des confrères qui négocient à l'ancienne. C'est déstabilisant lorsqu'on souhaite transiger autrement. Auriez-vous un retour, j'imagine un retour d'expérience, je n'ai pas la fin de la question,
Est-ce que tu peux nous parler de ça? Je pense que l'idée, c'est d'amener l'autre sur son terrain de jeu. Ouais, tout à fait. C'est l'éternelle question et c'est la difficulté auquel on est confronté au quotidien. C'est-à-dire que quand on a la chance d'avoir comme contradicteur un ou une confrère formée à la médiation ou au processus collaboratif, déjà, en général, on fonctionne d'emblée différemment. Néanmoins, je pense qu'il faut qu'on soit dans une posture où on ne lâche pas ce qui est notre savoir-être. C'est-à-dire qu'on va rester clean, loyal. Je pense que c'est tout à fait déterminant pour nous déjà être en accord avec ce que l'on est fondamentalement. Et par ailleurs, on est quand même formé à toutes ces techniques de communication qui font partie de notre formation en médiation et au processus collaboratif. Et on sait amener l'autre à fonctionner un peu différemment. Alors, il n'aura pas la même façon d'être, mais à nous d'objectiver, à nous de travailler, par exemple, en égo raisonné et d'essayer vraiment, de la façon la plus efficace possible, de faire avancer notre dossier intelligemment, là encore, toujours en tirant le dossier vers le haut. Moi, j'ai l'expérience et je pense qu'on est plein de confrères à l'avoir. C'est pas quelque chose qui est unique, pour avoir échangé avec des confrères prud'homalistes. On est plein de confrères à être d'abord dans des postures, à rencontrer nos contradicteurs qui sont dans des postures hyper hostiles au départ sur un dossier. Et si on a la chance après de continuer à travailler avec eux, ils vont peu à peu trouver à se modifier. Pas tous, mais certains quand même. Et heureusement, voire même, ça arrive, ils vont se former en médiation ou collaboratif. Parce qu'ils vont se dire, bah ouais, finalement, je peux peut-être bosser mieux. Moi, j'en ai qui étaient à la vieille technique où ils me raccrochaient au nez, au téléphone, sans même me dire au revoir. C'est vrai que c'est un peu agaçant, mais on continue à avancer. On est obligé, on n'a pas le choix, et à nous de les convaincre. En fait, il faut toujours et encore être sûr, avoir foi dans la façon dont on travaille et faire passer le message. Et j'y crois. Merci beaucoup, Véronique. Il y avait d'autres questions, mais on y répondra directement dans le chat parce que malheureusement, notre temps est déjà écoulé. Merci beaucoup, Véronique. Merci beaucoup, Céline. Merci. Et à très, très bientôt, notamment Céline, pour la prochaine émission ou une des prochaines émissions. Tu pourras revenir pour nous reparler de LinkedIn. Avec plaisir. Tes conseils sont très précieux et merci Véronique pour ton retour d'expérience qui doit donner envie à toutes les personnes qui connaissent un petit peu ce domaine des solutions négociées de s'inspirer de ton expérience. Et moi, je vais suivre la formation de Céline parce que vous avez je ne sais combien de milliers de contacts, mais moi, j'en ai péniblement 300 et quelques, donc j'ai beaucoup de travail de ce côté-là encore. Merci à vous, passez une excellente semaine et prenez soin de vous. Merci, à bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Samedi Live a pour ambition de vous informer sur les innovations facilitant l'accès au droit et aux solutions négociées. Si vous souhaitez en savoir plus ou avez envie d'être accompagné, n'hésitez pas à me contacter ou à prendre un rendez-vous directement sur le site de mon cabinet. Si vous avez aimé cette émission et souhaitez soutenir cette initiative, merci de liker, partager et commenter sur tous vos réseaux sociaux. Et n'hésitez pas à en parler autour de vous. Retrouvez également tous les bonus de l'émission sur mon compte Instagram @Maître Lacour. À très bientôt pour un nouvel épisode et d'ici là, prenez soin de vous.